On va ouvrir la séance Oui. avec votre permission. Alors, un vote pour ouvrir la séance. Pour. 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 Mélanger, il y en a moins. Par la suite, on peut y aller avec la période de questions. Je voulais juste faire quelques petits commentaires avant de commencer la période de questions. Premièrement, je remplace le maire ce soir. Le maire est absent quelques jours. J'avais juste 3 petits points à faire, des annonces très, très vite. Première annonce que je voulais faire pour que les gens soient un petit peu informés parce qu'on nous demande beaucoup au sujet des permis et les délais de permis. Fait que je voulais juste faire un point qu'il y a beaucoup de délais ces jours-ci. On a une grande augmentation des demandes de permis. Alors, on vous demande votre patience. On peut dire que les 3 premiers mois de l'année, on a eu une augmentation de 220 de demandes. Fait qu'on regarde à peu près un délai de 3 semaines, mais s'il vous plaît, soyez patients et on va retourner vos demandes aussitôt que possible. Deuxième message que je voulais faire, je voulais juste dire merci aux gens qui ont participé au marché public samedi. C'était un gros succès. Je veux remercier Sophia Fugov pour l'avoir organisé aussi. Le prochain marché, c'est le 12 juin de 10h à 4h dans le stationnement de l'Hôtel de Ville. Et on recherche aussi des agriculteurs qui pourraient se joindre au marché. Si jamais il y a quelqu'un que vous connaissez local, contactez Sophia Fugov, puis je pense que ses coordonnées sont sur le site Internet de la Ville ici. Troisième et dernier message, c'est pour Michel. Il va peut-être vouloir faire le message. C'est pour le remerciement des travailleurs essentiels, Michel. Écoutez, vous savez, j'ai un autre travail. Et puis, j'étais à Alexandria, en Ontario. Puis, ce n'était pas une initiative de la Ville, mais une initiative d'une entreprise qui remerciait toutes les infirmières, les docteurs, ceux qui font partie d'un travail essentiel, qui les remerciaient. Et j'ai remarqué à moins que je me trompe, qu'il n'y a aucune ville qui remercie les travailleurs. C'est quoi le mot? Travailleurs essentiels, les travailleurs essentiels, les travailleurs de santé, et ainsi de suite. Puis je croyais que j'ai partagé cette idée avec mes collègues, comme quoi qu'on devrait mettre des enseignes pas mal tout partout à travers notre ville, les remerciant. C'est peut-être un petit geste, mais c'est de bonne foi. Puis moi, je tenais à remercier tous les travailleurs essentiels pour ça travaille très fort. Je suis sûr que les infirmières, les docteurs et ainsi de suite, ça travaille des chiffres en double et ça fait beaucoup d'overtime, ils sont fatigués, ils sont stressés. Puis je crois qu'ils ont besoin de notre appui. Puis c'est en posant ce petit geste, je crois, qui peut peut-être les donner un petit boost pour continuer dans la bonne direction. Merci, Michel. Fait que vous allez voir, c'est déjà affiché à certaines places, puis dans les réseaux sociaux, l'infolette et tout ça. Fait que les résidents vont le voir. Merci, Michel, pour l'initiative. Oui, ils sont très appréciés, ces gens-là. Une chance qu'on les a. On va aller avec la période de questions. Première question, c'est la question de Alan Nicole. Je vais lire la question. In 2017, the previous administration contracted a characterization or biodiversity study of Stanmere and Oak Ridge Road. The biodiversity report did not include an existing 10,000 square meter wetlands area on Oak Ridge. An email was sent to the mayor and councillors on April 29th, referencing the report and locating this wetland area on Oak Ridge. Can you explain why such a large area of wetlands was not included in the report? And does the town designate an individual to check the accuracy and scope of all reports? If such a significant omissions can go unnoticed, might there be similar omissions on important past reports? So yes, the mandate was given by the previous council, and from what we gather, it was to in the possible municipalization of Oak Ridge and Sandmere. That's what we've learned. When we asked about the specific wetland that you're referring to,
the environmental department doesn't seem to be aware of that specific wetland. But the study was not meant for any kind of development. It was just a general information to see if there was anything, if the municipalization would happen for the roads, basically, not for the actual building of homes. If anyone would want to build a home or a project, they would have to do their own studies. And if there's anything that the town would feel is there's a discrepancy or something like that, then we would do a counter study. So basically that's the answer to your question, Mr. Nicol. Second question, I think it's Brad can answer. So the second question comes from us on Chemin du Fief. Good evening. I would like to readdress the need to reduce the speed limit on Poirier. Did you know that all the streets branching off of Saint-Angélique from the 201 to Route 340, Cité des Jeunes, are 50 kilometers an hour or less, except for one, Poirier. 5 out of 50 streets are 50 kilometers an hour. The majority of the remaining 45 roads were set at either 40 kilometers an hour with a handful set at 30 kilometers. I do not understand the explanation not to decrease the speed limit on Poirier because it would turn into a speed trap. Speed limits are set to secure well-being of our residents. There are 6 public recreational trails crossing on Poirier through the park, 12 points of entry total going down a hill. I ask that you please consider the importance to lower the speed limit for the safety of the walkers, skiers, equestrians, and active people using the park. Thank you. Pat, I'm very happy to let you know that the council, after your last question regarding this, I believe it was last month, the councillors discussed the situation and agreed that we would turn it back to the Public Security Committee for review. Monsieur Chartrand and I are on the Public Security Committee, which is the reason why I'm responding to this particular question. Monsieur Chartrand did raise the issue at our last Public Security Committee meeting within the last month. It was discussed and it was deemed a valid concern, and it will be recommended in the next report of the Public Security Committee meeting to the council within the coming weeks. And you'll be happy to know that the recommendation will be, in fact, to lower the speed limit to 50 kilometers an hour. And of course, the councillors, I don't want to speak for them, but since we all discussed it in advance and sent it back to the committee for review, I can assure you quite surely that it will be passed by resolution, and in the not too distant future, the speed limit will be decreased to 50 kilometers an hour. The Public Security Committee also, at the same time, continued with its plan to erect new signage and markage on the streets. So we're going full out to ensure the safety of anybody who's traversing the road using those trails on Poirier. So I hope in the not too distant future, you'll be very satisfied to see what you see. Thank you, Brian. La prochaine question est de Madame Linda Glasgow. Je vais la lire. Back in October 2018, I voiced my concerns regarding the tree cutting bylaw at the town council meeting. Some of these issues identified were lack of resources at the administrative level to follow up on bylaw requirements such as construction clearance and replanting, respecting the 40/60 tree clearance and screening allowance on a residential property. I also highlighted the need for our own town to do a better job educating residents, new and old, of the importance of trees, the value they bring, and how these forests are a critical and unique ecological asset in this municipality. I was advised at the time that the revision of the tree cutting bylaw was a priority and would be reviewed at some point by the environmental committee. I realized since then that council has been very busy with many priorities and bylaws
1079 and 1095 is a testament to your commitment to the protection of our forests. However, the unforeseen COVID pandemic has had a huge impact on our community during the last 14 months. We have witnessed an unprecedented rise in home purchases and development, and with this, a higher demand for tree cutting permits for landscaping, as I have witnessed in my own neighborhood of Saddlebrook. Large old growth trees, specifically white pine, have been felled in the last year like no other. My question to council is, when will a mandate be given to the CCE to review the current tree cutting bylaw? You're right. We've been busy since we've started with the environment. The environmental committee has worked extremely hard since the day I started with them. They've been reviewing the conservation plan. We're at the end of that. And the next thing it is to review the tree cutting bylaw. It is something that's difficult to enforce, you're right. We do what we can, but it will be reviewed hopefully in the next few months. And that's all for the questions. Donc, je vais vous partager mon écran afin de vous permettre de voir le procès-verbal de ce soir. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien? Oui. Merci. Alors, la première résolution est Je pense qu'il faut ouvrir la... La séance est ouverte déjà. C'est l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez raison. Je savais qu'il y avait quelque chose. Tout à fait. Vous avez raison. Alors, il faut adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Un vote? Pour. Maintenant que l'ordre du jour est ouvert, la première résolution vise la modification de la politique 28, qui est la politique, en fait, d'aide à la communauté, de soutien. Donc, les modifications qui sont proposées, tout d'abord, visent à retirer l'obligation de signature des formulaires qui sont dorénavant acceptés par courriel. Alors, c'est plus difficile pour les citoyens de remplir cette exigence-là. Alors, elle va tout simplement être retirée. On retire également, dans le fond, la nécessité de fournir le numéro de la carte d'assurance maladie pour tenir compte de la loi qui porte sur la carte d'assurance maladie, justement. Et finalement, lorsqu'il y aura des remboursements qui seront émis dans le cadre de la politique, l'aide financière, finalement, va être accordée seulement si elle est au moins égale ou supérieure à 10 $, compte tenu de ce que ça a comme conséquence, les émissions de chèques. Alors, voilà ce qui est proposé pour ce soir. Un vote, s'il vous plaît. Ensuite, on y va avec l'adoption de la politique numéro 38, en fait, qui instaure un plan de développement durable sur lequel un comité de pilotage a planché au cours des derniers mois. Alors, on réfère notamment à une résolution adoptée en décembre 2019 par laquelle un contrat avait été conclu avec la firme Naturaction pour concevoir un plan de développement durable. En janvier 2020, un comité de pilotage composé d'élus, de citoyens qui représentaient différentes sphères au sein de la population et d'employés municipaux a donc commencé un travail d'élaboration du plan de développement durable qui est jugé essentiel pour mieux guider les efforts de gestion, de développement et de planification de la ville dans un contexte où les enjeux environnementaux et sociaux sont de plus en plus prédominants. On considère également les consultations citoyennes qui ont été effectuées et où plus de 730 personnes ont participé en exprimant leur opinion dans le cadre de la démarche. La vision proposée sur un horizon de 20 ans, le plan de développement durable fixe des orientations pour les 10 prochaines années et des objectifs pour les 5 prochaines années. C'est basé sur une vision qui respecte les principes d'un tel développement, c'est-à-dire d'un développement durable. Alors, il vous est proposé d'adopter la politique numéro 035 qui instaure le plan de développement durable. Je voudrais juste lire un petit texte que j'ai préparé parce que c'est un projet qui est très important pour moi, particulièrement parce que j'y tenais beaucoup au début quand on a parlé de nos mandats au début qu'on voulait amener, mais aussi pour la ville de Saint-Lazare. Je pense que tous les élus voient l'importance du plan de développement durable. Alors, comme on a dit, il y a eu au-dessus de 730 personnes qui se sont exprimées dans le cadre de la démarche.
Et c'était une participation record, considérant la situation particulière de la pandémie. Cette importante étape de consultation a servi à proposer un bon nombre d'actions, dont plusieurs se retrouvent dans le présent plan de développement durable qu'on dépose aujourd'hui. Avec l'aide du comité de pilotage et en faisant suite à un diagnostic de développement durable, une vision sur un horizon de 20 ans a été définie. Il y a 5 orientations, 29 objectifs et 70 actions qui en ont découlé. Face à la situation mondiale actuelle, compte tenu de la crise climatique et de la pandémie à laquelle nous sommes confrontés, il est important d'agir rapidement afin d'assurer le bien-être des générations présentes et futures. Ces actions doivent commencer par chacun d'entre nous, et ce, à un niveau local. Les élus sont fiers de présenter l'engagement de la Ville de Saint-Lazare envers les principes du développement durable pour assurer la pérennité et la vision à long terme de notre belle communauté. Ce plan de développement durable nous en est nécessaire pour mieux guider nos efforts de gestion, de développement et de planification. En effet, chacune de nos actions doit être ancrée dans des orientations durables et respectueuses de notre environnement. Et en continuant de meilleures pratiques environnementales, économiques, sociales et culturelles, et en gardant à l'esprit que nous visons à toujours améliorer notre milieu de vie, nous parviendrons ensemble à rendre notre communauté plus forte et à offrir un environnement sain à tous. Résultant d'une démarche participative et globale, le plan nous offre une vision cohérente de Saint-Lazare de demain. Ce plan nous appartient collectivement et son succès nous reviendra en tant que communauté. Et nous tenons à remercier le comité de pilotage et les citoyens qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce plan. Et votre participation est une contribution inestimable. Alors, on est très optimiste pour l'avenir de Saint-Lazare et c'est un super beau projet pour la ville de Saint-Lazare. Je vais demander le vote. Pour. Oh, et félicitations pour ce beau projet. Pour, et je voudrais rajouter, je voudrais surtout remercier les gens qui ont travaillé sur ce comité-là. Je vous parle de gens qui ont fait un meeting par semaine ou au moins par mois de 3-4 heures et du travail à la maison. Il y a des citoyens là-dedans, il y a des conseillers municipaux, puis il y a des gens de la ville. Ce monde-là, ils ont tous travaillé ensemble pour réussir ça. Ça a été vraiment beaucoup de travail. Moi, je l'ai juste relu comme ça, puis j'ai été obligé de me le faire. C'est vraiment d'une complexité et très... Mais c'est un beau travail communautaire pour la ville de Saint-Lazare. Et puis c'est pour l'avenir de Saint-Lazare, puis c'est très important. Merci beaucoup à tous ceux qui ont travaillé. Merci, Richard. Je tiens à remercier les membres du comité aussi et les présidents qui ont participé à l'élaboration de ce plan. This report is one more element in the planning of the future of our town in a controlled and sustainable manner. This plan, along with work on the Master Conservation Plan, our 5-year financial plan, an upcoming asset management plan, along with other initiatives, has been the focus of this council, not just for the 4 years of our mandate, but a template for future councils. Je vote pour. Merci. La prochaine résolution vise un dépôt du rapport de la Commission municipale du Québec quant à la formation en éthique des élus municipaux. On sait que cet audit-là de la Commission municipale a été publicisé à travers le Québec. C'est une centaine de villes qui étaient visées par la démarche. La loi sur la Commission municipale nous oblige à déposer le rapport en séance du Conseil. Et en fait, une résolution était suggérée, de sorte qu'il est proposé de déposer le rapport de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale quant à la formation en éthique et en déontologie des membres du Conseil, réalisé en avril de cette année. Et on dépose également le formulaire d'adhésion aux recommandations qui est joint en annexe B. Un vote, s'il vous plaît. Pour. Oh, Pour. Pour. Merci. La prochaine résolution vise un appui aux démarches de la municipalité de Saint-Hélesphore dans le cadre d'une demande afin d'accélérer les projets de branchement à Internet haute vitesse pour les résidences qui ne sont toujours pas desservies. Alors, la municipalité de Saint-Hélesphore a annoncé une démarche auprès des gouvernements provincial et fédéral. Les citoyens de certains secteurs de la ville de Saint-Lazare ne bénéficient toujours pas des services en télécommunication adéquats pour répondre à leurs besoins. On sait que certains secteurs de la ville ne sont pas correctement desservis ou pas desservis du tout. Donc, le projet de résolution propose d'appuyer la municipalité de Saint-Hélesphore dans sa démarche
auprès des 2 paliers de gouvernement dans le but d'accélérer le processus de branchement. Un vote, s'il vous plaît? Pour. 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 Merci. La prochaine résolution est l'approbation du procès-verbal qui a été rédigé à la suite de la séance du 13 avril dernier. Le texte vous a déjà été remis et la version préliminaire est disponible sur le site Internet de la Ville. Un vote, s'il vous plaît? Pour. 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 Merci. Dans la section des avis de motion, le premier avis de motion ce soir est le projet de règlement numéro 1106, qui est un règlement qui apporte différentes modifications au règlement de zonage numéro 771. Je vais vous présenter, en fait, le second projet de règlement va être proposé pour adoption un petit peu plus tard ce soir. Donc, ce sont différentes modifications qui sont apportées à la réglementation municipale, que ce soit concernant l'affichage, concernant les stationnements, concernant l'entreposage des déchets pour certaines catégories d'immeubles. Donc, les différentes modifications sont résumées dans le projet de règlement qui est déjà disponible sur le site Internet de la Ville. Il n'y a pas d'autres avis de motion qui vous sont déposés. Au niveau des adoptions de règlement ou des suivis, il y a au niveau du règlement 1105, qui était un projet de règlement d'emprunt visant à mettre en place une nouvelle station de pompage sur la montée Saint-Lazare. Donc, le règlement avait été adopté en avril dernier et la procédure de registre qui était requise par la loi sur les élections et référendums dans les municipalités a été entreprise. Elle s'est terminée jeudi dernier, le 6 mai. Par contre, le Conseil souhaite cesser les démarches de mise en vigueur du projet de règlement, de sorte que le règlement ne sera pas transmis au ministère des Affaires municipales et plus tôt, et vous l'expliqueront en temps opportun, les élus vont poursuivre une démarche différente pour aller de l'avant avec peut-être un projet là, légèrement modifié. Alors, il vous est proposé de cesser les démarches. En fait, peut-être que je peux procéder avec une petite explication pour mettre en contexte pourquoi on fait cette modification-là ou qu'on met un arrêt au processus du règlement d'emprunt. Quand le projet pour le poste de pompage nous avait été présenté, on savait que ça faisait quelques années déjà qu'il y avait un moratoire sur les égouts parce que les égouts étaient saturés. Fait qu'on ne pouvait pas vraiment faire quoi que ce soit au centre-ville. Il y a des projets importants pour la ville, comme une maison des aînés ou des logements locatifs ou la revitalisation de l'économie locale qui est arrêtée à cause du fait que nos égouts sont saturés. Fait qu'il y avait quand même une urgence pour nous à procéder avec ce règlement d'emprunt-là. On a regardé plusieurs façons de distribuer les coûts du projet, puis honnêtement, il n'y a vraiment pas de solution qui est apparente ou facile. Certains secteurs sont inclus au projet parce qu'on nous avait dit qu'ils pourraient éventuellement bénéficier d'un raccordement d'égouts. Il y a d'autres propriétaires qui sont inclus, qui auraient des lots qui pourraient possiblement être subdivisés. Alors, les coûts sont associés à la possibilité des subdivisions. Et sans vraiment remettre en question tous ces bassins-là qu'on avait déterminés, on avait décidé d'aller de l'avant avec le projet en pensant que ça allait enfin aboutir à quelque chose. Puis, il faut dire que les intentions des élus étaient vraiment sincères. On voulait vraiment que quelque chose de positif arrive. Mais on a vite réalisé que le projet, la manière que c'était présenté, c'était peut-être pas la meilleure manière, ça n'avait pas parti du bon pied. Je sais que pour moi, personnellement, la première communication que j'ai eue avec une résidente, après avoir lu les lettres qui étaient envoyées, j'avais déjà un drapeau rouge, moi, qui s'était levé dans ma tête. Alors, c'est sûr qu'on pourrait s'améliorer niveau communication. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le projet, qui en bénéficient. C'est sûr que ça va être difficile de rendre tout le monde heureux, mais on peut définitivement nous améliorer, puis je peux dire qu'on peut apprendre de nos erreurs aussi. Là, on n'a pas approché le projet de la bonne manière. Mais malgré ça, on sait que c'est un projet qui est important. On veut aller de l'avant avec le projet et on va revenir éventuellement, on espère, dans pas trop longtemps, peut-être avec quelque chose de modifié. Alors, c'est pour ça qu'on met une pause, puis on va revenir avec le projet. Alors, un vote? Pour. Pour. Pour.
I'd like to say that I think the retraction of this regulation is one more sign that this council is always listening to our residents. We're not afraid to take a step back when we're faced with additional information and input from our residents. As we did with the public consultation regarding Reglement 1095, we've heard some valid concerns of some of our residents regarding this project. And we're hoping that by taking this step back, we can address some of those concerns and come back with an improved version so that we can move forward with this, what is really a very extremely important project for our town. Donc, je vote pour. Merci, Brian. Le prochain projet de règlement qui est adopté ce soir, alors comme je vous l'ai annoncé un petit peu plus tôt, c'est le second projet de règlement 1106. Ça fait partie des procédures qui sont prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, vous avez dans le premier paragraphe là, un résumé des modifications apportées. Tout à l'heure, je vous en ai nommé quelques-unes. Donc, les compteurs, les abris temporaires que je n'avais pas mentionnés, les clôtures dans marge avant secondaire dans les zones à plus forte densité, les cases de stationnement pour personnes handicapées et les enseignes d'organismes à but non lucratif. Il y a aussi les stationnements hors périmètre urbain. Donc, le premier projet de règlement a été déposé le 13 avril dernier. La procédure de consultation publique prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme est complétée. Aucun commentaire n'a été acheminé à la Ville. Maintenant, la loi prévoit qu'on doit adopter un second projet de règlement. Il y aura donc un avis public qui sera publié la semaine prochaine dans le journal local pour inviter les gens qui le souhaitent à faire une demande pour que certains articles du projet de règlement soient soumis à une approbation référendaire. Selon les conclusions de cette démarche-là, qui seront communiquées aux élus, le projet, dans sa version finale, pourrait être adopté à la séance de juin 2021. Alors, il vous est proposé d'adopter le projet de règlement 1106. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La prochaine résolution vise un contrat de service professionnel pour assurer la défense de la Ville dans le cadre de procédures judiciaires. En fait, c'est une autorisation de dépenses supplémentaires. Le contrat initial avec la firme d'avocats en cause a été conclu en avril 2020. Le montant de la dépense autorisée dans la résolution initiale doit être haussé. Alors, la dépense supplémentaire prévue ce soir est de 50 000 $. C'est à même l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre dernier. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La prochaine résolution est un emprunt temporaire pour le règlement numéro 1066. C'est le règlement qui décrète un emprunt aux fins d'une partie du paiement d'une partie des travaux de stabilisation dans le secteur de la rivière Quinchien, donc dans la vallée Chaline. On le sait que le 9 août 2019, le ministère des Affaires municipales a approuvé un emprunt pour les fins de financer une partie des travaux de stabilisation. Maintenant, les coûts du projet étant totalisés, on est rendu à l'étape de l'emprunt temporaire. Alors, il est demandé à la Banque nationale, succursale de Saint-Lazare, de consentir le prêt à demande suivant. Donc, c'est un prêt de 3 millions qui est le montant total prévu au règlement d'emprunt 1066 et l'emprunt sera remboursé à même le financement permanent qui surviendra un peu plus tard. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. On en est maintenant au paiement des comptes. Donc, pour ce mois-ci, le montant total est de 2 049 173,41. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Dans Merci. la section urbanisme et environnement, donc vous avez quelques dossiers de plans qui sont soumis à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. La première propriété visée est située au 1995 de l'avenue Bédard. Elle fait partie de la zone habitation 260. Elle est située, vous voyez évidemment le terrain en jaune, donc face au croissant Gaillard sur l'avenue Bédard. Alors, le projet consiste en fait à remplacer la toiture du bâtiment principal. Les matériaux proposés sont de couleur noire 2 tons. Le projet respecte le règlement sur les PIA et le CCU vous recommande d'aller de l'avant. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci.
Le prochain dossier de PIA vise la construction d'une habitation unifamiliale qui sera située au 2355 de l'avenue Bédard, donc dans une zone habitation. Alors, vous êtes tout près de l'intersection avec le chemin Saint-Louis. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande en avril 21. Les matériaux proposés sont présentés, là, vous les voyez à l'écran. Le projet respecte les critères qui sont prévus à la réglementation municipale sur les PIA et le CCU vous recommande d'aller de l'avant. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Un autre dossier de PIA, c'est pour une aire, en fait, un agrandissement, une rénovation, un aménagement d'une aire de stationnement. C'est pour le bâtiment qui est situé au 2503 de la côte Saint-Charles. Donc, vous voyez le site du bâtiment, c'est celui, en fait, là, de l'église. Alors, le comité consultatif d'urbanisme a analysé le dossier en avril dernier. Donc, on parle de l'ajout d'un volume du côté latéral droit et à l'arrière, le remplacement du revêtement de la toiture existante, de même que du revêtement des murs extérieurs, le remplacement et l'ajout d'escaliers et de rampes d'accès au bâtiment et aussi l'aménagement d'une aire de stationnement de 18 cases. Ça inclut aussi l'aménagement paysager. Le projet respecte la réglementation municipale sur le PIA et le CCU recommande au conseil d'aller de l'avant. Par contre, seulement si le revêtement de la toiture en acier prépeint est de couleur rouge ou vert foncé. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Alors, au niveau des dérogations mineures, il y a d'ailleurs une dérogation mineure qui est liée au dernier dossier de PIA, c'est-à-dire au dossier de l'église située au 2503 de la côte Saint-Charles. C'est pour ça que le visuel n'est pas repris. Alors, la nature et les effets de la dérogation demandée sont de diminuer à 0 au lieu de 18 le nombre d'arbres plantés en marge avant, parce que selon, en fait, le règlement l'aménagement paysager dans le cadre d'un usage public doit comprendre en marge avant au moins un arbre d'un minimum de 5 cm de diamètre mesuré à 30 cm du sol pour chaque 4 mètres linéaires de la propriété, en fait, de la limite avant de la propriété. Un autre élément de dérogation est la diminution à 1 mètre de la distance entre l'aire de stationnement et la limite de propriété adjacente à la voie de circulation. Parce qu'en fait, selon la réglementation municipale, l'aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 3 mètres en pareille circonstance. Une autre dérogation est de diminuer à 18 au lieu de 21 le nombre de cases de stationnement hors rue. Alors, en effet, la réglementation municipale prévoit d'une case par 6 sièges et pour une place d'assemblée, le nombre minimal est d'une case pour chaque 35 mètres carrés de plancher qui peut servir à des rassemblements. La demande respecte les conditions d'une dérogation mineure selon l'article 7 du règlement 437 et le CCU recommande au Conseil d'accepter la dérogation. Les personnes qui étaient intéressées à se manifester ou à partager une opinion, des commentaires, étaient invitées à le faire en temps de pandémie par écrit avant la séance de ce soir. Aucun commentaire n'a été déposé à l'intention des élus. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Il y a un second dossier de dérogation mineure qui vise le 499 route de la Cité des Jeunes. Donc, vous êtes vraiment tout près de l'intersection avec le chemin Saint-Louis. Alors, la dérogation mineure, c'est pour autoriser un usage de services de restauration dans le bâtiment commercial. La nature et les effets de la dérogation demandée sont de réduire à 6 le nombre minimal de cases de stationnement, alors que selon la réglementation municipale, ce nombre est de 7. La demande, donc, respecte les critères qui sont prévus à la réglementation municipale pour une dérogation mineure et le Conseil vous recommande, le CCU en fait, d'aller de l'avant avec la dérogation. Donc, encore une fois, il y a un avis public qui a été publié pour rappeler la procédure de consultation. Les gens qui souhaitaient le faire pouvaient écrire à la Ville jusqu'à tout récemment et aucun écrit d'opposition n'a été reçu. Merci. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. La prochaine résolution intervient dans le cadre de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et elle tient compte aussi du règlement provincial d'application de cette loi.
Alors, tout d'abord, le préambule de la résolution vous rappelle certains éléments factuels. Donc, un incident impliquant la chienne Vie, dont le propriétaire et gardien est domicilié au 2548 rue Pommel à l'automne 2020. Il y a eu une évaluation clinique qui a été effectuée le 7 décembre 2020 et le rapport du vétérinaire a été reçu à la fin de décembre, selon lequel le degré de dangerosité de vie envers les chiens était élevé. Par contre, le niveau était réduit si des mesures étaient mises assidûment en place. On considère la conclusion du rapport et le règlement provincial, et on a d'ailleurs acheminé un avis aux propriétaires et gardiens de vie par l'huissier, l'informant d'une possible déclaration de chien potentiellement dangereux et des mesures qui peuvent être demandées devant être mises en place. Il n'y a aucun commentaire qui ont été reçus du propriétaire et du gardien du chien vie. On considère l'article 8 du règlement provincial qui est répété là, dans le préambule de la résolution. Donc, un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité locale qui est d'avis après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire qui a examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Alors, selon le Conseil, vie constitue un tel risque. Alors, il est proposé, en plus des mesures qui sont prévues à la réglementation provinciale sur le sujet, d'ordonner aux propriétaires et gardiens de vie de se conformer aux mesures suivantes. La première mesure est qu'aussitôt qu'il est à l'extérieur du bâtiment d'habitation, Vie doit porter une muselière panier en tout temps. Si Vie a accès à une cour, celle-ci doit être munie d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,83 m et les portes qui donnent accès à la cour doivent être pourvues d'un dispositif qui empêche quiconque d'entrer. De même, Vie doit être également solidement attachée si elle est laissée dans la cour. Comme autre condition, un système doit être mis en place pour empêcher Vie de s'échapper de la propriété et de se retrouver libre sur la voie publique ou sur la propriété d'un tiers sans y être autorisé. Et dernière condition, Vie doit être sous la surveillance d'une personne légalement responsable si elle est à l'extérieur de la propriété. Elle doit aussi être promenée seulement par une personne âgée de 18 ans et plus et physiquement apte à la contrôler correctement. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. À la section sécurité publique et loisirs, aucune résolution n'est inscrite. Dans la dernière section, dont les biens et contrats, qui est toujours la plus garnie, donc la première résolution vise l'aménagement d'un second jardin communautaire qui sera situé dans l'ensemble immobilier de la Cité des Papillons. C'était prévu au budget de cette année là, d'aménager un tel second jardin. Par contre, il y a eu une augmentation des coûts, notamment au niveau des matériaux qui sont requis pour l'aménagement du jardin. Alors, on doit hausser les montants qui seront disponibles pour réaliser l'aménagement. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet d'utiliser le fonds de parc en pareilles circonstances. Alors, non seulement on confirme l'autorisation d'aménagement du jardin public dans le secteur, en fait, de la Cité des Papillons, mais on autorise également l'utilisation d'un montant de 20 000 à même le fonds de parc pour contribuer à l'aménagement du projet. Alors, comme vous tous, la ville aussi, elle est affectée par la hausse des prix des matériaux et du bois. Fait que c'est pour ça qu'il y a une augmentation. Le jardin communautaire, le second jardin communautaire devrait en principe être bâti ou je ne sais pas comment, prêt, je pense au mois d'août. Hein? Quelque part vers la fin de l'été, oui. Ouais. Un vote, s'il vous plaît? Pour. 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 Et je voudrais ajouter que pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi le fonds de parc, on ne prend pas ça dans le budget, c'est de l'argent qu'on a d'accumuler par les contracteurs qui, des fois, qu'il faut qu'ils donnent 10 de leur terrain, ils donnent en argent et cet argent-là est accumulé dans un fonds qu'on peut utiliser seulement pour améliorer ou faire des parcs. Donc, ça n'affecte pas la taxation de tous les citoyens, c'est plus dans un fonds qui est déjà là. Pour. Merci.
Dans la section appel d'offres, donc on en a quelques-uns ce soir. Tout d'abord, les services de patrouille communautaire. L'actuel contrat prendra fin en juin 2021. Donc, on souhaite conclure un nouveau contrat. On y va par appel d'offres public cette année, contrairement aux années antérieures. Il y a même des critères de pondération qui sont prévus. Donc, le Conseil va les ratifier un petit peu plus tard là, par l'entremise de la résolution. Donc, il est proposé de demander des soumissions publiques pour les fins d'une patrouille communautaire. Les offres devront être déposées d'ici mardi le 1er juin pour être ouvertes le même jour. C'est une ouverture publique. Les critères qui vont être utilisés pour évaluer chacune des offres seront la présentation, la compréhension du contrat, la méthodologie, l'expérience et l'expertise de la firme qui propose ces services, la qualification et l'expérience du personnel qui seront affectés au contrat de patrouille et la qualification et l'expérience du chargé de projet, c'est-à-dire la personne responsable de la gestion du contrat au niveau du co-contractant. Donc, ça totalise 100% des points. Alors, il vous est proposé, en fait, d'autoriser aussi, il y a une dépense de 2 000 maximum pour faire les publications requises dans les journaux. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La fourniture et l'installation de modules de jeu au Parc Bédard est prévue non seulement, il y a un appel d'offres en fait public qui est prévu par la présente résolution. On va voir une résolution subséquente pour un appel d'offres sur invitation pour d'autres types de modules de jeu. Donc ici, c'est un projet qui était prévu au programme triennal des immobilisations. Selon l'estimation qui a été effectuée, c'est un appel d'offres public qui sera lancé et il y aura une grille de pondération qui sera utilisée pour l'évaluation des soumissions qui seront déposées. Donc, autrement dit, le prix ne sera pas le seul critère. Alors, il est proposé de demander des soumissions publiques et sous réserve d'une modification dans le fond, la procédure d'appel d'offres, les offres seront déposées d'ici le 29 juin prochain. Et finalement, on autorise une dépense maximale de 2 000 pour payer les frais de parution. Vous avez, dans ce cas-ci, un petit peu plus bas, là, le total, en fait, les différents critères qui vont être utilisés pour évaluer les offres déposées. Donc, notamment la garantie, la qualité des propositions et des soumissions et le prix sera pris en considération aussi. Je pense que ça, c'est un projet que les gens vont bien apprécier. Ça aussi, je pense que c'est plutôt à la fin de l'été, par exemple, on va voir les changements au Parc Bédard. Je vais juste passer le mot parce que ça avait été demandé qu'il y ait des modules pour les personnes à mobilité les réduites et ça, c'est pris en considération là, dans l'achat des équipements. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Donc, comme annoncé, pour maintenant, c'est toujours de la fourniture et de l'installation mais là, ce n'est pas des modules de jeu, c'est des stations d'exercice au Parc Bédard qui se refait donc une beauté. Alors, c'est toujours prévu au plan triennal des immobilisations. L'estimation fait en sorte que dans ce cas-ci, on y va sur un appel d'offres sur invitation. Donc, c'est-à-dire que la dépense envisagée est inférieure au seuil qui est décrété par le ministère, soit de 105 700. Dans ce cas-ci aussi, il y aura des critères qui seront utilisés pour évaluer les offres déposées d'ici le 29 juin prochain. Les critères sont les mêmes que ceux prévus à la résolution précédente. Alors, je vous invite à vous prononcer si le tout vous convient. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. La prochaine résolution vise l'acceptation des plans des travaux et une demande de soumission pour la mise en exploitation de 3 puits d'approvisionnement en eau potable dans le secteur de la Pinière du Parc nature Les Forestiers de Saint-Lazare. Donc, il y a une résolution en novembre 2018 qui avait conclu un contrat de service professionnel d'ingénierie pour préparer les plans et devis et surveiller les travaux d'aménagement des puits. Les firmes Technorem et Dorcusult ont déposé les plans relatifs à la construction de la conduite d'amener vers l'usine de filtration Saint-Angélique, les raccordements et les autres travaux qui sont nécessaires pour mettre en exploitation les 3 puits. Ça comprend aussi la fourniture des bâtiments et des conduites en PEHD qui feront notamment, en fait, l'objet d'un appel d'offres subséquent
et qui ne sont pas visés là, par le contrat d'entrepreneur général. En tenant compte des estimations qui ont été effectuées, c'est un appel d'offres sous invitation qui va être lancé. Donc, tout d'abord, on accepte les plans tels qu'ils ont été déposés. On autorise la demande de soumission sur invitation qui seront préparées là, en respectant les règles prévues au règlement 834 et les demandes de soumission, dans le fond, pour tout ce qui pourrait être les frais de parution des avis, c'est autorisé à même le Fonds général, un montant maximal de 4 000 $. Un vote, s'il vous plaît. Pour. Michel? Désolé, pour. Richard? M. Chartrand a dit pour, Oh, mais excusez. il a dit. Pour. C'est ça, mais vous entendu. Et voilà, c'est complet maintenant. Michel, là, tu es en train de tout mélanger tout le monde. Parce que le train est en train de passer, puis j'ai peur que. Il est fort. Ben, j'en doute pas. L'entendez? Puis c'est normal de se tromper, puis il n'y a rien là. Dans les contrats, on procède ce soir à l'acquisition d'une chargeuse pelleteuse. En fait, on a des acquisitions d'équipements. Certains, d'ailleurs, seront donnés en échange de nouveaux équipements. Tous les équipements sont financés à même le règlement d'emprunt 1098. On est en attente de l'approbation du ministère des Affaires municipales au niveau du règlement. Donc, évidemment, les achats sont autorisés sous réserve que le règlement d'emprunt reçoive l'approbation qui est requise. Alors, pour la première acquisition, soit la chargeuse pelleteuse, la demande de soumission a été autorisée par une résolution passée en février de cette année. L'analyse des soumissions a été réalisée et c'est la compagnie Longus Équipement Incorporé qui a déposé la plus basse soumission conforme à 266 835,13. Il y a certaines options là, qui étaient prévues au document d'appel d'offres qui ne seront pas retenues. Alors, comme je vous le mentionnais, sous réserve de l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt, on conclut le contrat d'acquisition. La somme à financer est de 230 900 et l'emprunt au net autorisé est de 213 800, pardon. Le paiement qui est autorisé pour l'achat de la rétrocaveuse apparaît à l'écran et c'est ce montant-là qui sera publié au système électronique d'appel d'offres du Québec. Finalement, la résolution prévoit une autorisation de dépense de 1 000 $ pour l'immatriculation de la chargeuse pelleteuse. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La prochaine acquisition, c'est une rétrocaveuse pour les parcs et une autorisation de remise d'un ancien équipement en contrepartie. L'appel d'offres avait été autorisé en avril de cette année et selon l'analyse qui a été réalisée au niveau des soumissions déposées, c'est l'Ange Patnaud Équipement qui a déposé la plus basse soumission conforme. Alors, sous réserve toujours de l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 1098, on autorise la conclusion du contrat d'acquisition et on autorise également la remise de l'actuelle rétrocaveuse d'année 2015. Vous voyez là, la marque Kubota et le modèle à l'écran. Donc, pour une contrepartie financière de 26 444,25, ce qui veut donc dire que la dépense autorisée à être financée à même le règlement d'emprunt est de 70 900 $. Alors, vous avez l'emprunt de 41 500 et le paiement de 44 401,71 aux fournisseurs de l'équipement. On autorise aussi, comme par la résolution précédente, un montant pour l'immatriculation de l'équipement. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La dernière acquisition d'équipements financiers à même le règlement d'emprunt 1098 est un rouleau compacteur. Dans ce cas-ci aussi, il y a une remise d'équipement qui va être effectuée. L'appel d'offres a été autorisé en avril dernier et c'est la compagnie René Riendo Incorporée qui a soumis la seule soumission qui était conforme avec une offre à 52 658,55. Alors, sous réserve que le règlement d'emprunt entre en vigueur, on autorise la conclusion du contrat d'acquisition. On autorise également la remise du rouleau compacteur actuel qui datait de 1990. Alors, l'emprunt, en fait, le montant de l'emprunt est de 47 700, c'est au net. Le montant de la dépense ou du paiement qui va être fait au fournisseur est de 51 508,80 et comme prévu aux autres résolutions, un montant de 1 000 $ est autorisé pour payer les frais d'immatriculation. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci.
La prochaine résolution autorise des travaux de réhabilitation du puits de captage Saint-Louis. En fait, la demande de soumission sur invitation avait été autorisée en janvier de cette année. C'est la compagnie Bernard Lisotte Incorporée qui a fourni la plus basse soumission conforme avec une offre à 54 932,49. Alors, on autorise les travaux de réhabilitation, le contrat avec la compagnie Bernard Lisotte. Le directeur aussi du service des infrastructures est autorisé à exiger des modifications au contrat, sous réserve évidemment de ne pas excéder le montant de la dépense que vous autorisez à la résolution, c'est-à-dire 63 500 $ au Fonds général. Et c'est ce montant-là qui va d'ailleurs être publié au système électronique d'appel d'offres. On autorise les paiements de factures et des décomptes aussi qui pourraient survenir en cours de contrat. Ce sont des clauses là, habituelles qui sont prévues pour faciliter la gestion du contrat comme tel. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La prochaine résolution prévoit la conclusion d'un contrat aux fins d'une étude hydrogéologique de la tourbière du Bordelais. Alors, le plan directeur de conservation prévoit l'acquisition et l'analyse de données hydrogéologiques pour la tourbière, notamment pour mettre tout en œuvre afin d'en préserver l'intégrité à long terme. Il y a des études hydrogéologiques qui ont été effectuées en 2009 et en 2013 qui ont permis d'acquérir des connaissances sur la dynamique de l'écoulement et la fluctuation de la nappe souterraine, et le Conseil souhaite poursuivre l'acquisition de données. Donc, le contrat peut être conclu de gré à gré dans les présentes circonstances. Donc, les services professionnels de la firme Technorem seront retenus pour un montant maximal de 24 800 à même le budget. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 En fait, le contrat de resurfaçage qui a été autorisé à la séance de mars de cette année prévoyait une dépense maximale de 469 800 $. Donc, on a été récemment informé de la nécessité d'augmenter la dépense autorisée puisqu'il y a un ajustement à la hausse du prix du bitume. L'ajustement était prévu au document d'appel d'offres qui constitue le contrat. Donc, en certaines circonstances, lorsque les prix fluctuent, il y a des ajustements. Le bitume fait partie des matériaux, si je peux m'exprimer ici, là, qui ont subi une forte hausse là, récemment. Donc, la dépense supplémentaire maximale autorisée pour faire toutes les rues prévues au contrat est de 60 000 $ et le montant qui a été publié au système électronique d'appel d'offres va être révisé à la hausse en conséquence. Vous pouvez le voir présentement, ils sont déjà en train de faire le resurfaçage dans certaines rues de Saint-Lazare. On va passer un vote. Pour. 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 Merci. Dans la portion de réception des travaux et des autorisations de paiement, vous avez une résolution concernant l'ensemble immobilier de la place du Capriole. Donc, les plans avaient été acceptés par une résolution de décembre de 2020. L'inspection provisoire a eu lieu le 4 mai dernier et la firme Construction et Expertise PG Incorporée recommande de procéder à la réception provisoire des travaux après confirmation de la correction des déficiences et la réalisation de certains travaux à compléter. Alors, il vous est proposé de procéder à la réception provisoire, d'autoriser le directeur des infrastructures à remettre les garanties en fait bancaires qui avaient été déposées en échange là, de ce qui est prévu au contrat. On acquiert aussi à titre gratuit le lot qui constitue la rue du Capriole pour qu'elle soit dorénavant municipale et le contrat de service professionnel avec le notaire va être conclu conformément aux règles qui sont prévues au règlement 834 qui porte sur la délégation des contrats. Par contre, tous les frais au niveau des honoraires et des déboursés du notaire seront à la charge exclusive du promoteur. Finalement, le maire et moi-même sommes autorisés à signer tout document qui va permettre de donner suite à la présente résolution. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci.
Finalement, il y a une autorisation de destruction de dossiers physiques archivés par la firme d'évaluateurs qui est proposée ce soir. Donc, on sait qu'il y a un contrat de service professionnel qui est intervenu entre la MRC de Vaudreuil-Soulanges et une firme d'évaluateurs. On sait que l'évaluation des bâtiments municipaux aux fins de taxation à la ville de Saint-Lazare est confiée à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Alors, la firme d'évaluation souhaite procéder à la destruction de documents qui sont qui sont imprimés, qui maintenant existent en version électronique. Et les versions à détruire qui sont imprimées sont des versions qui ne sont pas à jour depuis 2015. Donc, en fait, c'est un virage électronique là, que la firme d'évaluation entreprend. Alors, par contre, selon les termes du contrat, ils ont besoin de l'autorisation de la ville pour procéder à la destruction des versions imprimées. Alors, on a l'assurance que tous les dossiers sont conservés à l'électronique avec les précautions qui doivent être prises en pareilles circonstances. Donc, le projet de résolution vise à autoriser la destruction des documents imprimés selon la liste qui a été fournie là, par la firme au cours des dernières semaines. Un vote, s'il vous plaît. Oh, Pour. Pour. Merci. Au niveau des dépôts de documents, je dépose la liste des engagements qui est en date du 4 mai dernier. Je dépose également la liste des personnes qui ont été embauchées conformément au règlement 834 depuis la dernière séance. Il y a aussi un dépôt du rapport des virements budgétaires fait entre le 1er janvier et le 31 mars de cette année. C'est un dépôt qui est effectué conformément au règlement 781 sur le contrôle budgétaire. Je dépose également un procès-verbal de correction qui a été apporté à une résolution, en fait, qui est la résolution de conclusion du contrat pour la gestion du marché public. Donc, il y avait une absence d'autorisation de signature qui a été repérée. Et finalement, je dépose le certificat qui a été dressé à la suite de la procédure d'enregistrement des signataires dans le cadre du projet de règlement d'emprunt 1105, comme on le sait, là, qui a été retiré. Je voulais juste faire un petit message au sujet du plan de développement durable. Il va y avoir une présentation sur le site Internet de la Ville en français et en anglais que vous pouvez visionner à partir de demain. Et il y aura aussi une possibilité d'envoyer des questions entre le 12, qui est demain, et le 19 mai. Et le 19 mai, je crois que c'est à 7 heures, il y aura une assemblée pour répondre aux questions. Le conseil va pouvoir répondre aux questions live le 19 mai. Alors, je vous invite à aller visionner le vidéo, la présentation, je pense, c'est une vidéo du plan de développement durable sur le site Internet de la Ville à partir de demain. Et on lève la séance, un vote. oh, Pour. Avant de voter, j'aimerais saluer et remercier Mme Francine Parent pour ses plus de 32 ans au service de notre ville. Mme Parent qui a récemment occupé le poste de directrice de service de l'urbanisme et de service de l'environnement, a annoncé sa retraite il y a quelques mois et son dernier jour de travail sera le 21 mai. Je lui souhaite de nombreuses années de bonne retraite et je vote pour le lève de la séance. Merci, Brian. Alors, on va souhaiter tout le monde une bonne soirée. Merci beaucoup. On vous revoit on espère vous revoir le 19 mai pour la présentation pour le plan de développement durable. oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Soirée.